Très heureux. Madame, Messieurs, merci parce que vous êtes encore une fois avec nous. Merci parce que vous suivez cette grande émission séance sur Max Info. Max Info, votre magazine de proximité. Madame, Messieurs, aujourd'hui, comme je vous avais dit, nous allons recevoir le professeur Chilumbayi Jean-Claude. Il est avec nous, il est professeur d'université ainsi que député national, rapporteur adjoint de la commission électorale de l'UDPS, le parti phare, le parti présidentiel. Professeur, bonjour. Bonjour Théo, je suis député provincial. Confirmé encore une fois au Kasaï central, député provincial. Professeur, vous étiez au Kasaï. Monsieur Kabouya Martin, gouverneur de la province, devait quitter ses fonctions. Vous l'avez déterminé par une motion, mais ça n'a pas marché. Pourquoi et pourquoi cette motion? Pourquoi la motion, ça je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas été auteur, moi encore co-signateur de la motion, je ne sais pas exactement pourquoi la motion. Ce qui est vrai, c'est que la situation est ce qu'elle est, suffisamment de plaintes. Vous avez affaire à deux députés impayés depuis 7 mois, ça crée un peu de remous, tout ça, un peu d'agitation. Bon, les causes profondes de la motion, je ne les connais pas, plus ou moins. Mais au moins, vous avez participé à la séance. Je participais à la séance, j'ai été tiqué par une chose, parce que là, c'est pour la première fois que j'assiste à une telle supercherie. J'ai vu que le bureau de l'Assemblée provinciale, dans la discussion de cette question sur la motion, s'est quand même permis d'engager un débat sur les décisions judiciaires, ouvrir un plateau pour donner l'opportunité aux élus provinciaux, par exemple, de délibérer sur la possibilité d'appliquer une loi de la République ou pas, la loi sur la libre administration des provinces, qui dit par exemple que la motion contre le gouverneur pris Utsinguli comme individu est une motion de défiance. Et là, le bureau a offert la possibilité aux élus provinciaux d'apprécier s'ils pouvaient appliquer la loi ou pas, parce qu'il y a eu un débat du genre où on ne peut pas évincer le gouverneur par une motion de défiance. Et là, c'était quand même suffisamment grave que le bureau de l'Assemblée se soit permis de soumettre un débat pourtant tranché par la loi et même la Constitution de la République au vote des élus provinciaux. Et une façon de dire qui sont pour qu'on applique la Constitution et la loi, qui sont contre. Et finalement, les députés provinciaux ont voté contre l'application de la Constitution et de la loi. Voilà comment ça tournait, ça a été quelque chose de sérieusement effroyable. Je n'en ai jamais vécu ailleurs. Et avec ça, vous trouvez que la province est bien gérée? Lorsqu'on dit la province est bien gérée, on risque de croire que c'est seulement le gouverneur qui gère la province, mais l'Assemblée provinciale, c'est l'organe délibérant de la province. Lorsqu'on trouve encore de couacs comme cela au sein de l'Assemblée provinciale, je crois qu'il n'y a pas lieu de dire que la province est bien gérée. C'est extrêmement grave. Il n'y a pas que ça. L'Assemblée provinciale s'est par exemple permise d'engager un débat sur la question de nationalité, de dire qu'un député qui était là, qui siège, qui a été validé par l'arrêt de la Cour d'appel, c'est un Canadien. De dire que c'est un Canadien. Et écoutez, sans aucune preuve, vous imaginez, sans aucune preuve, sans quoi l'Assemblée décide de dire non, comme il est Canadien, bon, il a signé la motion, sa signature ne vaut pas. Alors que lorsque vous lisez l'article 110 de la Constitution, il peut voir que s'il y a de telles choses qui sont en fait des causes d'inéligibilité, qui sont découvertes après, s'il en était le cas, il est du pouvoir judiciaire donc de constater. Ce n'est pas à l'Assemblée provinciale de mettre en place, pas même une commission, et la plénière se prononce, examine un dossier et disent que tel n'est pas congolais, tel ne l'est pas, sans aucune preuve, alors qu'il y a l'arrêt de la Cour tranche avec ce débat, elle conclut que monsieur est bel et bien congolais. Donc on a aussi discuté de l'arrêt de la Cour, c'est que l'article 151 de la Constitution interdit à une assemblée provinciale. Ça a été à mon avis suffisamment grave. Voilà un peu ce qui s'est passé. En tout cas, c'est très grave, vous l'avez décrié. Mais il n'y a pas de solution palliative à ça? Comment vous Bon, la solution, c'est que je sais que la Cour constitutionnelle est saisie contre la décision de l'Assemblée provinciale. Il appartiendra aux juges qui sont les garants de notre Constitution, les sages de la République, de redresser cette manière de faire. Parce que
ce n'est pas pour la première fois qu'on fasse observer au président de l'Assemblée provinciale du Kassai central et à son bureau qu'il y a une différence à faire entre les matières qui relèvent du domaine du pouvoir central et les matières qui relèvent du domaine de la province. Et là, il est aussi clairement dit que l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province et ne peut délibérer sur les matières qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsqu'on parle de matières qui relèvent de la compétence exclusive, on y voit entre autres la nationalité à l'article 202, je crois, comme matière de la compétence exclusive. Comment comprendre que l'Assemblée provinciale se permette d'aller discuter de la question de nationalité jusqu'à décider des critères d'attribution de cette nationalité et à pas même invalider, à refuser, à retirer un droit constitutionnellement garanti à un député de dire tu ne peux pas signer une motion parce que tu n'es pas étranger, sans qu'un juge se soit prononcé là-dessus. Donc c'est des questions, on a fait observer au président de l'Assemblée provinciale à maintes reprises qu'on ne devait pas se comporter comme ça. En fait c'est une rébellion. Je suis convaincu que les instances supérieures, notamment le ministère de l'Intérieur qui avait été saisi de la question par le député incriminé, mais aussi la Cour constitutionnelle, vont devoir se pencher là-dessus pour que l'on ramène à l'ordre de cette assemblée qui semble divaguer et qui ne comprend pas pour quel rôle elle a été instituée. Vous êtes d'élu de PES, un parti présidentiel. On en a marre un peu ici à Kinshasa, peut-être en République démocratique du Congo. Les combats FCC, cash. Qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi tout ça? Non, je crois que dire qu'est-ce qui ne va pas, c'est important. En fait, il ne faut pas réduire les institutions aux individus. Il y a de part et d'autre, dans nos deux camps, parfois des gens, des excités, de personnes qui ne comprennent pas le sens de ce que le constituant a prévu qu'on fasse dans pareilles circonstances où les deux majorités sont écartelées entre d'une part le FCC qui a la majorité parlementaire et nous, UDPS, qui avons la majorité présidentielle. Donc la décision du président de la République d'accepter qu'on aille dans une logique de coalition plutôt que de cohabitation devrait nous interpeller parce que voyez-vous que ce pays a trop de problèmes que nous devons regarder en face avec responsabilité parce que ça a pris comme temps que nos populations s'interrogent et se posent des questions sur notre capacité à relever les innombrables défis qui nous guettent. L'enseignement, et vous voyez dans quelle situation se trouve notre enseignement. Du maternel au doctorat, c'est déplorable. Et on a suffisamment de temps pour réfléchir sur ces questions d'un pays qui est devenu un grand marché des diplômes, de ce pays où c'est des érosions partout, les conflits armés, les tueries à Béni, ça et là. Alors, j'imagine moi que on devrait accompagner le chef de l'État avec efficacité et être suffisamment apte à regarder des problèmes qui se posent dans lesquels il est engagé pour l'y accompagner. Je ne vois pas qu'on ait suffisamment de temps pour continuer de discuter sur des futilités, de questions qui nous concernent alors que notre population nous attend sur des questions de responsabilité. J'estime qu'on ne va pas se nardir à ces futilités qui sont des épiphénomènes de personnes qui veulent apparaître. Moi, je suis de cet avis que cette coalition peut être maintenue en toute responsabilité. Il est question que de part et d'autre, ces gens que je qualifie d'excités retrouvent le sens des responsabilités qui découlent de cet appel sage du président de la République pour qu'on donne un peu plus de temps et du cadre à des problèmes importants de notre existence commune. Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale sur RFI et sur TV5, France Inter aussi, a déclaré que la politique n'est pas les combats physiques, mais c'est un combat d'esprit. Oui, c'est comme si c'est le physique qui l'emporte sur l'esprit. Non, je ne sais même pas qui est prêt à se battre dans ce combat physique. Nous sommes bien évidemment dans un combat idéologique. C'est comme ça que nous prenons tout ce temps pour tenter d'expliquer à notre population que nous ne sommes pas pour ça. Je dis bien, les égarements ne doivent pas être considérés comme le leitmotiv de notre engagement politique. Et nous sommes nombreux, que ce soit à l'UDPS, que ce soit au FCC. Moi, je ne doute pas de ce qui est des hommes réfléchis au FCC. Ils sont là, nombreux, je les connais. Ça ne sert à rien de commencer à citer le nom ici. Bon, en fait, les tordus, ils existent aussi de personnes sans conscience. Ils existent, ils peuvent exister aussi chez nous à l'IDPS. Mais tout ce que c'est là qu'il y a la nécessité que les gens qui ne se sentent pas capables
d'affronter avec sérénité les difficultés d'une gouvernance comme celle-ci devait se mettre à l'écart. J'estime que nous ne sommes pas dans un combat de muscles, nous devons rester dans un combat idéologique. C'est ça que le président de la République même a demandé que nous fassions. Et j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui se sont emballés dans cette folie irréfléchie de redescendre sur terre. Regardons en face de nous ces peuples qui meurent dans des eaux de pluie, ces peuples qui meurent dans des accidents de circulation, ces populations qui sont sans salaire, ces questions, lorsqu'on parle de députés, de ces motions qui pilulent, qui tombent de partout. Il y en a aussi qui sont fantaisistes, qui sont sentimentales, du fait que là, ça fait 7 mois que ces députés provinciaux sont impayés. C'est devenu des petits messieurs qui chancellent partout dans des rues, dans des banques Lambert, tout ça. Ça crée des énervements. Nous avons du temps à nous asseoir, nous concentrer, réfléchir pour accompagner le président de la République qui affiche une très grande volonté, vous voyez qu'il ne se repose pas, pour que ce pays décolle finalement. Si nous tournoyons dans ce genre de futilité, je crois que nous n'aurons pas fait preuve du sens de responsabilité devant notre population. Accompagné votre désir il y a longtemps, mais King Bopeto, vous êtes à Kinshasa, cette question me guette un peu, me tourmente un peu plutôt. Je suis en train de voir la gestion des déchets. Et le mal est que le chef de l'État était impliqué au lancement officiel de King Bopeto. Et pourtant, actuellement, je vous confirme que toutes les ONG qui étaient impliquées dans la gestion ou soit dans cette tirée de King Bopeto ont démissionné. Il y a soi-disant un détournement. Et vous trouvez que le chef de l'État va bien avancer comme ça si réellement il n'y a pas une politique de gestion des déchets? Oui, c'est d'abord une question de la responsabilité du gouvernement provincial, il faut le dire, que le chef de l'État n'est pas là finalement à venir se substituer aux institutions provinciales, là où ces mêmes institutions récoltent de l'argent pour se faire. Je ne peux pas condamner. Je félicite d'abord le gouverneur Ngobila qui s'est rappelé que les Kinois avaient besoin de vivre dans des conditions de propriété optimales et qui a lancé ce projet. Mais je sais que pour ce genre de projet, lorsqu'on les lance, il faut mettre en place des mesures de suivi. Les mesures de suivi, à mon avis, devraient être une cellule permanente de suivi du projet King Bopeto. Moi, j'assiste à quelque chose d'un peu insolite. Regardez un peu comment on vide les poubelles dans certains quartiers et ces poubelles ne sont pas destinées à un conditionnement. Par exemple, comme nous l'a montré avec le projet de confislage dont on a parlé à Kinkole de l'Union européenne, non. Lorsqu'on les vide dans les rues de Kinshasa ici, on va les jeter à Kingabwa. Il faut vous mettre à la de BAT. Vous allez voir combien de chariots de King Bopeto se déversent dans ce quartier-là pour jeter ces poubelles dans des habitations et juste dans le fleuve. Mais le fleuve Congo, Excellence gouverneur Ngobila, n'est pas une poubelle. Cette magnifique, cette belle donation divine, ce majestueux fleuve Congo n'est pas une poubelle. Lorsqu'on doit évacuer les poubelles des rues, on va les jeter dans des quartiers habitables. Aller dans ces endroits-là, vous voyez que c'est des populations qui y vivent. Maintenant, elles, c'est des gens qui ne valent pas pour le gouverneur Ngobila, qui doivent vivre dans des poubelles. Et à côté, c'est une belle cité, la cité du fleuve, un grand investissement qui doit lui cohabiter avec ces tas de poubelles. C'est tout à fait douloureux. J'imagine qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Kinshasa, quand même, c'est parmi les provinces les plus riches de ce pays, qui perçoivent d'énormes taxes, beaucoup d'argent, des minéraux, les carrières de Caligrès, tout ça, c'est beaucoup de taxes. Kinshasa ne peut pas se plaindre avec ce grand aéroport où l'on perçoit les 5 $ de taxes statistiques d'embarquement, tout ça. Mais Ngobila a énormément d'argent, il ne peut pas nous placer dans cette condition ici. Encore qu'il a, lui, cet avantage d'une ville dans laquelle il cohabite avec le gouvernement central qui résout beaucoup de problèmes. Moi, je crois que le gouverneur Ngobila devrait nous épargner de ce que nous avons vécu avec Kimbuta. Lui, il reçoit beaucoup d'argent. C'est l'unique province, ou sinon parmi les quelques provinces de ce pays, qui ne peuvent pas se plaindre. À ce niveau, commencer à vider des poubelles. Non seulement on les vide, on les stocke à côté d'une route, elle bloque les routes. Là où on peut dégager, on va jeter dans des quartiers.
résidentiels. Regardez Kingabwa, là, ils vont jeter. C'est un quartier industriel, ils jettent sur les avenues, et ils rendent inaccessibles des activités des industriels de cette province. Ils rendent invivables des quartiers pourtant modernes comme la Cité du Fleuve. Je crois que notre gouverneur devrait bien ficeler son projet. Je lui recommande de mettre en place une cellule spéciale de suivi de ce projet pour qu'il reçoive au quotidien des rapports qui ne passent pas par des ministres, parce que je crois que c'est ça le projet de sa législature, de sa mandature. Ça, le grand projet pour lui, pour cette mandature, de faire de Kinshasa une ville éblouissante. Mais s'il peut lancer un projet dans lequel il invite le président de la République, il présente le chef de l'État comme partenaire de ce projet, et on commence à assister à des choses qu'on voit, c'est bien triste. Je vais finir, je vais chuter, madame, messieurs. Je rappelle bien que c'est le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, député provincial pour le Kasaï central, et il est le rapporteur adjoint de la commission électorale permanente de l'UDPS, le grand parti, le parti au pouvoir honorable. Nous allons chuter Béni en feu. Béni en feu, j'ai une pensée pieuse pour ses compatriotes qui ne retrouvent pas leur quiétude malgré la ferme détermination du président de la République. J'estime qu'il y a des décisions qu'il faille rapidement prendre, notamment une décision que le président avait déjà prise à Lubumbashi lors de son passage là-bas, celle de relever les autorités militaires qui ont duré longtemps, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec les mêmes personnes qui sont restées là longtemps, et que la situation n'a pas évolué, il faut expérimenter avec d'autres personnes. Ça, c'est absolument important. Je crois qu'il y a aussi la routine qui s'invite dans ce genre de choses. C'est des gens qui développent des intérêts de proximité, qui parfois s'offrent à autre chose. Il faut les limiter pour mettre en place de personnes qui peuvent s'amener avec une mission précise d'éradiquer cette catastrophe. En plus, les méthodes opérationnelles de Béni, moi je pense qu'il est temps que la communauté internationale, de la même façon qu'elle a combattu les Chebab, de la même façon qu'on est allé en Irak armé pour prétendument combattre le terrorisme ou en Afghanistan. Ce qui se passe à Béni n'est pas très différent de ce qui s'est vécu dans ces zones que je suis en train précisément de citer. Il faut qu'il y ait cette grande implication de tout le monde pour que cette situation prenne fin. Béni, c'est aussi l'illustration des politiques dont le président de la République a hérité. Lorsque je toujours dis que Tshisekedi a hérité d'un enfer, c'est parmi les illustrations, mais j'estime que la grande détermination du président, nos populations de Béni ne doivent pas tomber dans le désespoir. Une autre préoccupation, c'est celle de la présence de la MONUSCO. Vous savez que la MONUSCO, lorsqu'elle est dans cette zone, elle joue parfois le rôle de garantie et d'assurance. Mais parfois aussi, elle fait reculer la détermination de notre armée, de notre police, par sa seule présence. C'est une armée bien équipée, avec du matériel sophistiqué. On ne peut pas comprendre que tout cela s'efface en présence de cette mission onusienne. C'est quelque chose d'intelligent. Et je ne suis pas d'accord que cette population qui est meurtrie s'en prenne à la MONUSCO, mais je suis partisan de l'idée du chef de l'État avancé à la dernière Assemblée des Nations Unies, celle qui consiste à redéfinir efficacement la mission de cette organisation. Sinon, c'est quelque chose qui devient une sorte de distraction, il faut y aller. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Là aussi, les gens parlent beaucoup de cette gratuité, mais non. Je me dis que les échecs, j'ai suivi l'honorable Christophe Lutundula qui a sombré lui aussi dans un pessimisme béant. Je sais que c'est un homme très réfléchi, il a fait une analyse qui n'est pas à déclarer de fausse. Mais la mesure de gratuité de l'enseignement colle à 90% à ce jour. Elle est à 90% efficace parce que moi je peux vous dire, vous prenez la province du Kwilu, Kwango, Maïndombe, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, toutes ces provinces-là ne posent aucun problème. Les enseignants sont d'ailleurs très satisfaits. Je le dis, c'est vérifiable. Alors, il y a des questions qui étaient bien sûr prévues. Il fallait s'attendre à ça.
C'est une trentaine d'écoles, de grandes villes en l'occurrence, Boboto, Bosangani, Imara, Lumbashi, Alfajiri. Ces écoles dans lesquelles une habitude s'est créée. Moi, je crois qu'il se pose là un problème de moralité. Bien sûr que le président a promis qu'il faut discuter avec ces écoles pour trouver des voies de sortie. Je ne crois pas que ça puisse être des décisions discriminatoires en faveur de catégories et d'autres, mais c'est de trouver des voies de sortie. En fait, la prise en charge des parents était une situation qui faisait le bonheur de beaucoup de gens. Deux églises, de coordination, de préfets, ainsi de suite. C'est difficile que toutes ces personnes-là abandonnent facilement comme ça. Il faut que l'on prenne suffisamment de précautions pour y arriver. Mais nous sommes à 90% de satisfaction. La gratuité de l'enseignement, c'est le retour de la dignité pour l'enseignant. Il faut le reconnaître. C'est cet enseignant que les élèves commencent à resaluer. Bonjour maître, bonjour citoyen, bonjour monsieur. Parce que hier, ces élèves devenaient des patrons. Et la qualité de l'enseignement en avait fait les frais. La gratuité de l'enseignement, c'est aussi un ouf de soulagement parce que lorsqu'on se plaint pour une cinquantaine d'enseignants, mes chers amis, tirons attention, c'est 50 enseignants qui se plaignent à Boboto, mais c'est 2000, c'est 3000 parents qui sont soulagés dans leur quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On casse les 5000 pour les 50 personnes. Je suis convaincu que les directions de ces établissements, plus précisément, mais aussi l'archidiocèse de Kinshasa, de Lubumbashi, devraient arrondir les ongles pour que la main tendue du chef de l'État pour des discussions afin de parer à ces difficultés puisse être saisie, qu'on aille de l'avant. On ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer parce que les gens ne se rendent pas compte qu'avec la prise en charge de l'État, nous avons sacrifié notre enseignement. On donne des diplômes, mais en quoi consistent encore ces diplômes vains, vides, des bidons vides? Maintenant, lorsque cette gratuité vient, ce n'est pas un plaisir que le chef de l'État a envisagé faire aux parents d'enfants, mais c'est une décision que l'enseignement reprenne son cadre initial de milliers de formations, de nouveaux cadres, de futurs cadres de la société. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas seulement à l'école primaire, c'est aussi aux humanités. Cette prise en charge, c'est une pratique immorale qui doit cesser. Je ne soutiendrai pas que l'Église, mon Église, soit derrière une politique qui consisterait à maintenir cette pratique démoniaque qui n'a rien de chrétien en elle-même, qui consiste à voir les parents se substituer à l'État pour prendre en charge des enseignants. Donc il faut que tout le monde s'implique. Je crois que beaucoup de gens ont déjà compris. Moi j'ai vu des enseignants qui jubilent à Kananga, à Chikapa, des gens qui sont suffisamment contents d'avoir retrouvé leur personnalité, d'avoir retrouvé leur dignité et de vivre désormais comme des êtres chers. Vous savez que lorsque ceux de Boboto se plaignent d'avoir perdu 700 $, ils veulent que toute cette mesure tombe parce qu'ils doivent continuer de toucher 700 $. Ceux de Mwendiut là ne touchaient que 5 000 francs par mois. Avec la prise en charge des parents, parce que c'est des parents qui payaient 1000 francs, qui payaient 2000 francs, qui payaient... Maintenant, regardez, de 5000 francs à 240 $ américains, vous direz à cet enseignant de Malemangoulou, non, toi reste comme tu es là, parce que nous devons vivre dans cette bourgeoisie morale de l'escroquerie qui ne dit pas son nom. Non, ce n'est pas acceptable. S'ils ont bénéficié indûment de ces avantages, ils doivent savoir que c'était une fraude. Redescendre sur terre, les conditions des enseignants seront améliorées de manière globale et le président de la République s'y prête. Je ne vois pas pourquoi on doit tirer encore d'en bas une situation qui semble avancer. Ces écoles sont des écoles conventionnées. Si les catholiques trouvent que c'est un fardeau qu'ils ne peuvent plus porter, je crois qu'ils n'ont qu'à renoncer à cette convention pour que l'État reprenne ces écoles. On va devoir y nommer des préfets et des enseignants du réseau officiel, ils vont travailler. Moi, je ne trouve même pas pourquoi il faut continuer de discuter éternellement avec des gens qui ne semblent pas vouloir comprendre que le pays doit changer. C'était le magazine Max Info, Océan. Théodore Loumou, c'est moi. Merci parce que vous étiez en train de suivre chez vous. Merci à toutes nos chaînes partenaires. Derrière cette caméra, je vois la main d'Augustin Kapouya. Toute la grande équipe vous dit merci. Nous allons nous retrouver très prochainement, honorable. Merci beaucoup. Merci.